Il a eu une dure journée hier, il a fini tard hier soir, donc Bezat Hachem, on va faire le cours ce matin. Alors je vais parler de la paracha de la semaine, toujours, donc de Vayishlach. C'est sortir un petit moussard Bezat Hachem que j'ai lu ce matin qui me paraît intéressant à partager Bezat Hachem. Vous savez très bien, donc là on est donc toujours dans le début de la paracha. Vayishlach Yaakov, Malachim, Lefanav. C'est un cours qui va durer maximum 20 minutes parce que les Vachim vont arriver, donc on va faire un peu vite. Donc Vayishlach Yaakov, Malachim, Lefanav, Esav, Achiv, Artsa Seir, Sédé Edom. Donc ça, c'est ce qu'on a parlé, dont on a parlé hier, ce pasouk-là, d'accord. Donc Yaakov, il a envoyé donc des anges, mamash, d'accord. Il a envoyé des envoyés. Quels sont les envoyés? Des anges mamash. C'est marqué là-bas. On a dit hier, c'est qui? Ni plus ni moins que tout simplement le Yetzaratov et le Yetzerara qui ont été envoyés par Yaakov venu dans la Shalom. Et on a expliqué là-bas à Esav, qui vient du pays de Seir, de Sédé Edom, du champ de Edom. Pourquoi on insiste sur ça? Pour dire que la personne elle est rachat et l'endroit où il se trouve, c'était aussi un endroit de Rechaim. Et le passage qui suit, ce qui nous intéresse maintenant, il continue. Vaïtsa avotam les morts. Ko tameronu laudoni le Esav. Ko amar avdecha Yaakov im lavan garti. Ve'acher ad ata. Va'i li shor ve'chamor tzon ve'ever ve'shivcha. Ve'shlecha le'agid laudoni im tzochen be'enecha. Et là, on va poser une question qui est ptsatsa. Enfin, pour mon sens, qui est une grande question. Pourquoi? Parce que tu viens de dire que tu vas rencontrer Esav. A priori, tu as peur de lui, parce que tu envoies justement des malachim, des envoyés. Tu as peur de lui. Tu sais que c'est quelqu'un sur lequel il ne faut pas trop mitareb, pas trop se mélanger à lui. On garde la distance. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire à ces envoyés, de leur dire, va dire quoi? Dis à mon maître Esav, ainsi parle ton serviteur Yaakov, j'ai séjourné avec Lavan. Il le sait que tu as séjourné avec Lavan. Alors, bien sûr, tout le monde connaît le Garti, on va en parler rapidement. D'accord? Mais ce qui est le plus important, c'est ce qui va suivre. Et ensuite, il va dire, voilà, j'ai quoi? Vaï l'ishor. J'ai eu des bœufs, ânes, moutons, serviteurs, servantes. Et je t'envoie tout ça, tu sais pourquoi? Pour trouver grâce à tes yeux. Mais je te dis tout de suite, temps mort. Je lui dis, mais t'es fou, Yaakov, ou qu'est-ce qui se passe? T'as quelqu'un qui vient avec 400 hommes pour te tuer. Pourquoi? Parce qu'il a pris un les boules. Pourquoi il a les boules? Parce qu'il se rappelle que quoi? Il se rappelle que t'as pris la bracha de ton père. Ouais. Tu lui as volé la bracha. Quelle bracha que justement tu vas être le maître sur tes frères? C'est marqué comme ça. Alors Yesav, il a les boules de ça. Déjà, il a perdu la Bechora. Il se rend compte finalement qu'il a perdu quelque chose d'important. Il a perdu la Bracha. Et toi, tu viens, après 20 ans 20 ans où tu n'as pas vu ton frère, la seule chose que tu vas lui dire, tu sais quoi, je viens avec des bœufs. Enfin, en gros, je suis blindé, quoi. Je reviens, je suis riche. Mais c'est pas que je suis riche. J'ai femme, enfant, pas une. J'ai 4 femmes, j'ai des serviteurs, j'ai des servantes, Qu'est-ce que tu tais-toi? Tu es en train d'attiser la haine encore plus. Et en plus, tu dis quoi? Si t'as pas compris, afin de quoi? Afin de trouver grâce à tes yeux. Là, tu dis, oui, la mamache, il a dû fumer quelque chose que j'avais envie de fumer moi aussi, parce que la vérité, c'est quelque chose qui est incompréhensible. Alors, on va essayer de comprendre, Bezat Hachem, bien sûr, c'est des dira que je dis tout ça. Aujourd'hui, c'est la Iloula de Réhouven, le fils de Yaakov, donc, bon, Hachem, que son mérite nous protège tous. Amen. Tout le monde pense à des choses qui sont très, très. Ce matin, j'ai juste fait une petite parenthèse de ce qu'il a dit le Rav, ceux qui n'ont peut-être pas compris ce matin, ceux qui n'étaient pas là. Alors, Narian nous a dit ce matin que le Khatam Sofer, il a ramené quelque chose de Nifla. Vous savez que c'est marqué dans la Torah, c'est marqué que Réhouven, c'est lui qui a eu l'idée de mettre son frère Yosef pour le vendre dans un bord, dans un puits. Et là-bas, c'est marqué un puits dans lequel il n'y a pas d'eau, mais dans lequel on va trouver des scorpions et des nechashim et des serpents. Mais là-bas, si on regarde bien, quand on est médaillé, quand on est pointilleux dans la lecture, on voit que c'est marqué Echad Miaborib. C'est un des bords, c'est un des puits. Et un des élèves du Khatam Sofer, quand il a lu ça, il a dit, mais alors, Mistama, il a voulu le mettre dans un puits où il y avait rien. En gros, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jugé les caves Zerhout. Jusqu'à présent, tout le monde, en règle générale, on juge les caves Rova, le Réhouven, en disant, quand même, c'est quand même lui qui a eu cette idée-là. Quand même, tu veux sauver ton frère et tu le mets dans un puits où il n'y a pas d'eau et où il y a des scorpions. Qui peut vivre à des morsures de scorpions ou de serpents? De piqûres de scorpions, de morsures de serpents. Ça n'existe pas de vivre de ça. Alors, ce qu'il y avait, c'est soi-disant, il a voulu le sauver. Alors non. Cet élève du Khatam Sofer, qu'est-ce qu'il a? Lui, il a jugé le Kav Zerhout. C'est marqué comme ça dans la nuit. Reuven, Ben Yaakov, il est venu en rêve chez le Khatam Sofer. Chez les deux en vérité. Chez le Khatam Sofer et chez l'élève. Chez l'élève, il lui dit, je te reconnaissant de m'avoir jugé Kav Zerhout, parce que Kacha ça a été. Comme ça a été Bémet. Et il est venu aussi chez le Khatam Sofer pour lui dire, le seul qui a su me juger jusqu'à présent, le Kav Zerhout, c'est un de tes élèves. Bon, la nuit s'est passée, ils sont levés, l'élève il va en question, il va à la bête à cassette pour aller prier
de la Beth Knesset du Khatam Sofer. Et à la grande surprise de tout le monde, quand cet élève-là il rentre, le Khatam Sofer, qui est un géant de la Torah, se lève devant son élève. Et là, l'élève lui-même, il est très très étonné. Et bien évidemment, tous les élèves qui étaient là, le Rav il se lève devant son élève, qu'est-ce qui se passe? Il a dit comme ça, quelqu'un qui a eu le mérite de voir le tzaddik, Reuven Ben Yaakov, lui parler en rêve, bien sûr, c'est en dévoilé à lui. Voilà que je me lève devant une telle personne. Combien ça nous apprend à nous, au-delà bien sûr d'avoir des bons rêves, au Hachem, Chalom Tovot, mais c'est pas rien que ça. C'est combien on doit juger les Kavzerhout. Combien le fait de juger les Kavzerhout une personne, combien ça peut être une ma'ala gdola, à quel écart que le Khatam Sofer s'est levé devant la personne. C'est une parenthèse que j'enferme tout de suite. Alors maintenant, regarde. Donc on a dit, question qu'on peut se poser, Nachon. Comment tu veux trouver grâce aux yeux d'un rachat en plus, en lui montrant tes richesses? C'est quelque chose qui est justement l'antithèse de ça. Surtout que le rachat, quoi, justement, pourquoi on appelle ça un rachat? Parce que par quoi il a tiré? D'ailleurs que ce monde-là, le monde matériel. Donc si le monde matériel c'est quelque chose d'important à ses yeux, t'es en train de lui dire, tu sais quoi, moi je t'ai volé la Bechora, je t'ai pris la bracha, et moi qui suis le tzaddik qui normalement vise le monde du Olam Haba, je te montre toutes mes richesses. À quelqu'un qui est attiré par le monde du bas, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. On va essayer les Hashem de comprendre tout ça ensemble, si tu veux, avec l'aide de Dieu. Alors pour ça, j'ai amené le Rav Mordechai Bismuth, que j'ai lu ce matin. Il dit comme ça, effectivement, première chose qui est ramenée là-bas par Rashi, c'est, écoute, d'ailleurs on va dire ensemble, le Rashi dit quoi? Lo nasati sar vechashuv et la guerre. Il dit déjà, il prend une chose, il dit, regarde, ne commence pas à avoir jaloux de moi, sache une chose. Pendant 20 ans, j'ai vécu là-bas, j'ai accumulé beaucoup de richesses, et pourtant, l'ona aseti sar vechashuv, je ne suis pas devenu ni un ministre, ni un notable, ni une personne chashuv. Et la guerre, je suis resté un simple étranger chez eux. Pendant 20 ans, j'ai fait fructifier tout le pays là-bas, de Haran, grâce à moi, grâce à ma bracha personnelle. Tout Haran a reçu ma bracha, et donc et ça a pu se développer correctement. Et de tout ça, moi, j'ai rien pris. Ni je suis devenu ministre, ni quoi que ce soit. Et donc pour ça, tu n'as pas besoin de m'haïr. Pourquoi? Al-Birkat Avicha, chez Becheni, tu n'as pas de quoi, de crainte à avoir, parce que la bracha de notre père qui nous a dit, qu'est-ce qu'il dit? C'était quoi? La bracha c'était quoi? Sois un maître pour tes frères. D'accord? C'est la bracha qu'il a reçue Yaakov. D'accord? Donc ça, il était très, quoi, ça va être mon maître. Il dit, tu vois bien, je suis devenu ni notable, ni ministre, ni chachouv, ni quoi que ce soit. Tu vois que la bracha de notre père, elle n'a pas été exaucée. Donc tu n'as pas besoin de venir avec de la haine vis-à-vis de moi, parce que, en gros, tu n'as rien raté, c'est la première explication. Deuxième explication que tout le monde connaît, Imlavad Garti, comme on le sait tous, Garti Gematria 613, c'est comme quand Taria Gmizot, donc 613 Mizot. Il est en train de lui dire quoi? Écoute, sache une chose, non seulement je suis resté chez Lavan et j'ai fait mes 113 Mizot, mais en plus de ça, j'ai pris aucun, et il dit comme ça, je n'ai rien pris de Lavan, c'est-à-dire que je n'ai pris aucun mauvais comportement du rachat. Alors, on va essayer de cumuler la première explication avec la deuxième explication. La première explication, c'est de dire quoi? Je suis devenu ni ministre, ni une personne rachouv. D'accord? Et pourtant, derrière, on dit quoi? J'ai fait 113 bisvots. De là, si on cumule les deux explications, ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, pourquoi je suis devenu ni ministre, ni une personne rachouv? C'est parce que j'étais tellement affairé à faire mes 613 misvotes que j'ai plus le temps de m'occuper des choses futiles de ce monde-là, de chercher les titres, de chercher quoi que ce soit. Ça m'intéresse pas. Mon étude c'était une étude qui était une étude intensive, comme on l'a dit dans le cours d'hier. Il est resté Ish, Tam, Yoshev Oalim, de la même manière qu'il était Ish, Tam, Yoshev Oalim, quand il était chez Shem VVR pendant 14 ans, quand il est resté auprès de son père, et qu'il a étudié la Torah pendant 14 ans avant de venir à Haran. De la même chose, même en restant chez Lavan, il est resté le même Ish, Tam, Yoshev Oalim, et ça c'est une gdola qui est incommensurable. Alors maintenant, on sait très bien. Il n'y a pas aussi un lien de Shor Bachamor, et puis par rapport à la bracha de son père, qui en fait, quand il lui dit Shor Bachamor, il dit qu'en fait la bracha, elle a pas mal. J'ai rien reçu, parce que la bracha c'était Mishmane Haaret. C'est ce qu'il va recevoir quand il va revenir en Eretz Israël, où ça, il va recevoir toute cette bracha-là. En réalité, c'est caché. Parce que Vadak, il a reçu la bracha. Même en Chutz Laaretz, il a reçu la bracha. Ce que je dis, c'est quand il va revenir en Eretz Israël. C'est pour dire ça, regarde, la bracha, j'ai rien eu. Vidéo, exactement. C'est ce qu'il lui dit. J'ai pas eu ce qui était dit, c'est que j'aurais dû avoir une terre qui sera grasse, dans laquelle tout va pousser, etc. Et là, tu vois bien, j'ai eu qu'un shor hamor, j'ai du bétail, donc tu vois bien que c'est pas la vraie bracha. Il joue avec lui, bien évidemment, on a compris ça. Mais il est en train de nous dire quelque chose qui est important pour nous. Il est en train de lui dire, tu sais quoi? Je te montre que j'ai de la bracha. Je te montre que j'ai shor, j'ai hamor, j'ai du petit, du gros bétail. J'ai des servantes, des serviteurs, c'est vrai que j'ai vraiment de quoi. Il dit, mais pour moi, ça reste quelque chose d'extrêmement éphémère. Je te montre le message que la matière Bevada, et c'est aussi un message pour nous, le Am Israël.
C'est sûr que la matérialité, elle est extrêmement importante. C'est important, on vit dans un monde, on vit dans un monde de matière. Donc la matière, elle est importante. Bah, toujours est-il qu'elle reste éphémère. Après 120 ans, tu ne reprendras rien avec toi. Il dit qu'en vérité, qu'est-ce qu'on nous enseigne à nous? C'est qu'en vérité, c'est quoi? C'est que la matérialité, c'est quoi? C'est pas un but en soi, et là, c'est un moyen. C'est pas un but, c'est qu'on ne doit pas, nous, en tant que juifs, vivre pour la matière, mais on doit utiliser la matière tout simplement comme un moyen. Il va dire même beaucoup plus grand. Il dit alors finalement la matière elle sert à quoi? Pourquoi Yaakov il s'attache à la matérialité? Ben, c'est très simple. Et ça c'est un message qu'on doit prendre pour nous, Bezat Hashem. C'est pour une seule chose spécifique, c'est pour qu'on apprenne à utiliser, Bezat Hashem, la matière pour faire le Hidur Mitzvah. Pour faire le Hidur Mitzvah, j'explique. Très simple. Quand tu n'as pas d'argent, tu es obligé de travailler d'avoir des téfilines. Alors tu te fais prêter un peu d'argent, ou tu te fais, alors on va t'acheter des téfilines qui sont peut-être pas trop méoudards. Bon, ils sont cachers. Tu vas acheter un loulav, un set à combien? À 70 shekels. Mais quand tu as de l'argent, quand Baruch Hashem, tu travailles pour ça, et que tu as compris que cet argent-là, c'est pas simplement pour t'acheter la dernière Mercedes ou une piscine en guitare, comme il dit souvent le rap. Si tu n'as pas compris, si tu as compris que ça c'était vraiment éphémère, ce même argent-là, dans quoi tu vas le mettre? Tu achètes un Etrog Méhoudar, et s'il faut mettre 400, 500 ou 800 shekels pour acheter un Etrog, tu n'as pas de problème de le mettre. Quand tu prends tes films, tu dis, ok, c'est caché, mais moi je veux du Méhoudar. D'accord, je la mets à Drine, donc quoi? Ok, c'est combien? C'est 3500, 4000 shekels la turtine, je l'achète. La mezouza, combien? Quoi, 115 shekels une mezouza? Ils sont fous ces barbus. Ouais, la maison, tu l'as acheté 2,5 millions. 3 millions. Tu aurais une mezouza, mais c'est ce qui se passe. Le hit s'arrête de fait dire, mais attends, une mezouza à 120 shekels, attends, ça fait cher quand même. Attends, ça va suffire. Bah, mais une mezouza qui est plus grande, chéra, avec les tagim, tout ce qui va bien, même si elle te coûte 300 shekels. Fais du méhoudar. C'est le message d'ici. De Yaakov, mais la richesse, moi, j'en ai rien à faire. T'as pas à me haïr, parce que j'ai pas quitté le fait que moi, ce que je veux, ce qui m'intéresse, ça reste le Olam Haba. Et toute la richesse que j'ai, bien évidemment, c'est quoi? C'est en vérité, c'est éphémère chez moi. C'est juste un moyen, et je te le montre que pour moi, c'est juste un moyen. C'est pas un but en soi. C'est ça le message qui nous envoie ici. Et pour comprendre ça, on va venir après un petit machaf, une petite histoire qui est ramenée par le Ben Ishraï, dans la paracha de Bo, si je me rappelle bien. Il dit comme ça, parce qu'à la fin, quelque chose qui est bizarre. Ça marquait toujours dans Rashi. Velo la mati mima'asa varim. Et je n'ai pas appris de ces mauvaises actions. Pourquoi Rashi a besoin de dire ça? Je n'ai pas appris des mauvaises actions de Lavan. Tu viens de dire, comme on l'a dit hier, je répète sur cette Nekuda-là, on l'a dit hier, tu fais 613 mitzvot. C'est qu'automatiquement, si tu fais 613 mitzvot, c'est que tu n'as pas appris des mauvaises choses de Lavan. Donc là, ici, on a deux choses importantes qui sont à apprendre. La première chose qui est importante, c'est pas parce que tu étudies la Torah, c'est pas parce que tu as une redingote, c'est pas parce que tu as une barbe et une kippa que pour autant tu es un grand tzaddik. C'est quoi les redingotes? Les redingotes, c'est les grandes, le frac qu'ils ont, les fracs qu'ils ont, c'est pas ça qui fait de toi un homme. Ce qui fait de toi un homme, c'est comment tu travailles sur tes midotes. Parce que tu peux être un technicien de la Torah, un ingénieur de la Torah, il connaît tout ça, chasser poskim par cœur. Des DAP, tu les dis par cœur. Tu pourrais faire pas lire les plus grands des plus grands, tellement tu connais du par cœur. Mais tu la vis pas ta Torah. Google, c'est pas un rabbin. Exactement, quand il dit le Rav tout, souvent il dit Rav Google aujourd'hui c'est le plus grand transmat, c'est Rav Google. Tu as n'importe quelle question dans Google, tu as toutes les réponses du monde. Est-ce que pour autant ça fait quelque chose ça reste quelque chose de froid, ça reste qu'un robot. On peut être le même robot. Le Rav Google ça peut être nous. Tu peux connaître toutes les halachot par cœur, sur le bout des doigts, être un parchan, tu connais les. Bon, prochain, tu es quelqu'un qui sait bien parler, tu sais. Waouh, tu entends le mec. Ah, quel Torah il a ce gars-là. Mais en fait, il vit rien. Il est rec à l'intérieur. C'est ce qu'il nous dit d'ailleurs. Quand on parle du puits, c'est un remèze à ça justement. D'accord? À bord, En Maïm, Nechaché Vekraim Yeshbo, En Maïm et la Torah. D'accord? Il peut y avoir un puits qui n'a pas de Torah. Et vous savez comment on appelle un Amaharet dans la Gemara? Bourg de Amaharet. Bourg, mais c'est bourg. Bord, c'est exactement le même mot. Bourg et bord, c'est exactement le même mot. Bourg, c'est-à-dire bourg, c'est un Amaharet. Pourquoi on l'appelle bourg? Parce qu'il est comme un puits, mais qui est sans eau. On appelle ça un bourg vers Amaharet. C'est exactement le même. Tu peux être rempli de Torah, mais en fait, t'es bourg. Tu n'as pas de Torah. Dedans, tu as quoi? Tu es Nechaché Vakravim. Le gars, il a la Torah, mais il parle comme un cabinet. Il va faire la shonara sur les rabbanim. Cette cache-route-là, Azov, si tu vois pas quel rabbanout, ce rave-là, qui c'est qui sera? Tu vois pas quel rave il est, lui? Lave ta bouche. Pour qui tu te prends? Qui tu es toi pour juger si ton homme il est grand, il est pas grand? Va, toi, sois à ton niveau. Combien on doit prendre attention? Tout ce qu'il nous enseigne ici, Yaakov, c'est l'ostam. Quand Rashi vient nous expliquer ça, pas qu'on Rashi s'estame des mots pour dire, oh, c'est vrai que le pshat, c'est pour un garçon de 5-6 ans qui peut comprendre un petit peu la Torah.
Mais vous savez comment les soldats de Rashi Akadosh, c'est super profond. Il veut nous enseigner, Mechila, il veut nous enseigner un grand fondement ici, de combien on doit prendre. Adké Descartes, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce que j'en ai le pasuk ce matin dans les Télim. C'est vrai qu'il va dans Télim 119, le verset 98, là-bas, c'est marqué, David Amer, il dit comme ça, Mi oivai tichakemeni mitzvotecha. De mes ennemis, je vais, mitirkemeni, c'est la chorma, de mes ennemis, je vais apprendre la chorma de faire de tes mitzvot. Comment ça? Exactement. Il dit d'où il a compris Yaakov, de comment il faut se comporter, de la vanne. Comment tu vas regarder un écran, tu vas dire un écran comme lui, comment il faut se comporter? Il dit oui. Et là, on va amener le machin du Benishraï de la paracha de Bo. Et on va être obligé d'arrêter. J'avais prévu de faire l'écoute à la fois de Rabbi Nathan, mais on n'aura pas le temps. C'est pas grave. Je suis en train de finir avec ça. Alors, je vais essayer de finir avec cette belle histoire. Un jour, il ramène comme ça, bon, mais je ne sais pas si c'est une vraie histoire ou si c'est une parabole qui ramenait là-bas le Benishraï. Il y a un jour, le Yetzirah était voir le Yetziratov et dit écoute, on arrête de se faire la guerre. Finalement, on a le même but. Tous les deux, c'est pour servir Hachem. Alors il dit viens, je te fais un eskem. Maintenant, Yetziratov, il est tov. Tu fais un eskem, tu veux faire shalom. Bekef, je te tends la main, c'est ça, hein, Yetziratov. Un bon juif, c'est ça. Il dit ok, pas de problème, c'est quoi que tu veux faire? Écoute, viens, on fait des choses bien. Moi, mes clients, je te les donne. Tes clients, tu me les donnes. Comme ça, on va faire évoluer les choses. Le Yetziratov, il est tout, c'est un bon gars, mais c'est pas un frayeur, il sait très bien à qui il a affaire. Il dit, ok, alors, on va commencer par un. Donne-moi un Terechaïm, moi je vais donner un de mes chassidim. Et il lui donne donc un fameux chassid comme ça, pour s'occuper de lui. Un chassid mamash qui est un vrai chassid, quelqu'un qui est mamash, qu'est-ce qu'on appelle un chassid? Celui qui va au-delà de l'alacha, il aime tellement Hachem qu'il va y aller au-delà de l'alacha pour servir à Kadosh Baruch Hu. Faire du lamadri, de la chumra, lui dur mitzvah, c'est ça un chassid. C'est pas simplement une kippa comme ça qu'on a rajouté. Remazim pour les Chabad et les Breslev qui sont tous des chassidim aujourd'hui, Ya'ani. Bien étudier la Gemara, la Chap, pour inverser un chassid. La chassidoute, qu'on comprenne bien. La chassidoute, c'est faire du chesed à Hachem. C'est de rajouter, sauter sur une camionnette, ça ne s'appelle pas être un bon juif. Faire et voler les gens au téléphone, ça ne s'appelle pas birklal. Mais je pèse mes mots. Ça ne s'appelle pas du tout être un bon juif, ça. Parce qu'il y a des gens, il y a Rabbi, Télim, il faudrait que je te vends, je te roule et je te machin. Ah, grâce à Dieu. Grâce à Dieu quoi? T'as grâce à Dieu quoi? T'as volé les gens, c'est grâce à Dieu. Oui, etc. 100%. De quoi tu oses salir le nom de Rabbi Lubavitch ou ça le nom de Rabbi Nachman avec tes bêtises ou fumer des joints. Tu comprends? Rabbi Nachman, il faut qu'on soit heureux. Je fume des joints quand. Où t'as vu? Où c'est marqué que tu dois fumer des joints et ça s'appelle Babakoul, ça? Où ils sont arrivés les gens? N'importe quoi. Quand on doit se construire. Et de la chassidoute, c'est prendre l'écouter Moran, comprendre l'écouter Moran. Et pour comprendre l'écouter Moran, le Rav Arush, il est méfourache. Si tu n'étudies pas la Gemara, c'est impossible pour toi de comprendre l'écouter Moran. Tu rates pas. Bichela, tu comprends pas un peu ce qu'il y a. Parce que l'écouter Moran, j'ai la chance d'étudier Baruch Hashem, toutes les deux lignes, c'est un mécor, c'est quoi? C'est la Gemara. Si tu expliques la Gemara, qu'est-ce que tu veux comprendre l'écouter Moran? De quoi tu veux comprendre? Pareil pour le Balatania. Il dit, ouais, le Balatania, c'est rempli de quoi? C'est rempli de sodot. Si tu n'es pas un petit peu dans l'étude du Hari Akadosh, tu ne comprends pas un petit peu ce que ça veut dire. Mais pour le Hari Akadosh, lui, il te dit, il faut avoir la Gemara. Non, on revient encore à la haute. Tu veux le Tanya, tu veux faire de la chassidoute, Alpikabala, mais tu n'es même pas capable de comprendre la lève-bête. Garde ta place, sois un gentil, mets ta kippa si tu as envie, mais apprends des talmidim. Apprends des vrais rabbinim. Arrête de faire des ch'tuyot. Je refais ma parenthèse parce que ça m'énerve un peu parce que je pense ça à cœur. Moi, j'ai une Ashkafa Breslev Dougma et je suis un fou du Rabbi Lubavitch. Ça n'empêche pas que on doit faire, voilà, tous les matins, qu'est-ce qu'on fait tous les matins? On a un seder à la chot, on essaie de faire du moussa, drachot, on essaie de faire aussi de la Gemara. On va se construire, il faut te construire, sinon comment tu vas grandir? C'est pas possible. C'est quoi battre une kippa? C'est quoi? C'est juste, et tout le reste, il va pas. Et tu vois, c'est même les gens qui ont la même kippa, qui vont parler dans la rue comme des chiffonniers, ils vont même se battre, ils vont crier parce que le mec il a fait il a doublé. Oh, reste à ta place. Montre l'exemple. T'as une kippa, c'est pas n'importe quoi. Le Ramachir dans la semaine, il en a parlé de ça. Aujourd'hui, porter une kippa, c'est pas n'importe quoi. Tu montres que t'es chared Hachem. Vas-y, un charedi. Se faire rire, un charedi, c'est noir et blanc. Non. Un charedi, il est chared Hachem. Il trempe devant Hachem. On peut très bien être en pull noir et même en jean. Moi, j'ai pas de jean, mais même être en jean, être un vrai charedi. Et tu peux être en costume blanc et chachra la vanne et bien d'avoir rien d'un charedi. Bon, je refais ces parenthèses, sinon je vais partir encore en vrille, ça sert à rien. Je reviens. Alors je reviens. Que le mérite de Rabbi Nachman et de Rabbi Lubavitch, il nous protège tous. Alors je reviens sur ce chassid-là. Maintenant, il s'arrête, donc il dit, oh, je vais couper ce chassid. Et qu'est-ce qu'il fait? Le chassid, comme tous les soirs, il vient, il se met à étudier, il fait tikkun chassid bien sûr, et il commence à étudier la nuit. Enfin, la nuit, en début de nuit, comme ça.
11h30 comme en Israël, 11h30, minuit comme ça. Et d'un coup, Yitzhara, il lui rentre dans son idée. Écoute, va prendre un peu l'air, tu toute la journée. Tu viens de faire Tikkun Chatzot, c'est la nuit. Va respirer un petit peu. Et qu'est-ce qu'il fait le chassid? Donc il laisse cette targacha. Ah tiens, je vais prendre un petit peu d'air. Il prend son livre, il le fait comme ça, il se lève. Et il va sortir prendre un petit peu l'air. Et l'Epa l'amène, le Yitzhara, il fait en sorte que l'Epa doucement, il l'amène où? Il l'amène là-bas vers la place où c'est un petit peu actif. Il voit des gens, lui, il sort jamais de chez lui. Il voit des gens qui bougent. Tiens, la nuit, il y a des gens qui bougent. Ça l'intéresse, c'est pas son monde à lui. Donc, bon, il est attiré par ça, il avance. Il arrive à une espèce de cabaret, on va dire ça comme ça, ou c'est pas vraiment un cabaret, mais où les gens s'amusent, un petit peu qu'on dirait un pub, un truc comme ça, de l'époque, on va dire ça comme ça. D'accord? Et il voit ça comme ça, et la musique, les cris, les vers, les chin-chin, comme on appelle ça, les chaim, les chaim, ça l'intrigue. Ça l'intéresse pas, mais ça l'intrigue. Il se rapproche. Et puis il voit comme ça des gens qui sont bien en train de jouer aux cartes. Et ils sont en train de... Et ils jouent les cartes et machin. Et la serveuse qui vient comme ça, elle vient leur apporter, comme ça il fait un peu frais, elle leur apporte quoi? Du thé, du café. Elle leur pose comme ça. Et lui il regarde comme ça toute l'histoire, il les regarde faire. Et il les voit jouer. Et il reste. C'est pas qu'il bouge. Ni il étudie, il est là, il est assis, il les regarde. Il est subjugué par ce qu'il voit. Il est même attiré par ce qu'il voit. Il regarde comme ça. Et d'un coup, il s'arrête, il fait demi-tour et il rentre chez lui. Il s'assoit et il se met à pleurer, des pleurs comme jamais il a pleuré de sa vie. Et il pleure tellement fort qu'il réveille sa maison, que ses enfants et sa femme et ses enfants commencent à dire: ah bah Ali, Makara, qu'est-ce qui se passe? Mon mari, mon père, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui t'arrive? Alors qu'il est comme ça, s'il partait, il dit: mais Stamag, il a dû tellement prier parce qu'il a fait Tikkun Chatzot, comme Baba Saïd, vous savez que c'est connu. Baba Saïd, il priait tellement, quand Tikkun Chatzot, il pleurait tellement, qu'il fallait éponger après tellement il pleurait. C'était mouillé ses pieds. Comme ça, c'est marqué. Tous les soirs, il pleurait. Donc ce Chatzot, il dit: non, vous comprenez pas, je pleure pas pour Bethel, j'aurais Alvaï, justement. Je pleure parce que je pensais être de l'or vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Je viens de me rendre compte que je ne suis même pas du cuivre. Il dit: qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas compris, lui, il est sorti de revenu. Il dit: je viens d'arriver, je viens de voir comme ça, des goïms, avec quel simcha, quel enthousiasme ils ont dans leur futilité. Ils ont joué aux cartes. Ils en ont oublié, il faisait froid, ils en ont oublié de boire le café. Le café, il s'est refroidi devant eux. Je suis resté pour voir, il y en a un qui va boire le café. Il y en a un qui va dire: attends, viens, on s'arrête 2 minutes, on fait une petite pause. Il dit: moi, quand j'étudie, j'oublie pas de boire. Quand j'étudie, j'oublie pas de faire ça, parce que je suis étudié, mais j'ai besoin. Eux, ils étaient là, ils étaient tellement pris dans leur Hollywood. Ils n'ont même pas pris le temps de boire un café. Ils n'ont même pas vu, Bichlal, la serveuse venir leur servir le café ou le thé. Ils n'ont même pas vu arriver. Et moi, j'ose regarder à monter et prendre une seconde d'arrêter mon limoud pour étudier. Où je suis, où ils sont, où je suis moi. C'est ce qu'il vient nous enseigner ici, Rachid. Il dit: c'est pas simplement que j'ai fait Tarek Mitzvot, mais j'ai aussi réussi à apprendre de Lavan. Tout ce qu'il lui a mis dans la bêtise, j'ai appris de lui dans son zèle, dans sa hitlaavout, dans son enthousiasme dans les mauvaises choses. J'ai appris de lui, mais la même chose dans la Torah. C'est que non seulement j'ai fait Tarek Mitzvot, mais pas simplement ça. J'ai aussi réussi à apprendre sur lui combien on devait être zélé dans Torah Mitzvot. Et c'est pour ça que je te montre maintenant, il m'a tzatichen ve'enecha. Ça, c'est une chose. Cet argent-là, il me sert à rien, je n'ai pas besoin. Bichla, en rien, j'ai besoin de ça. Et on verra quelque chose qui est très bizarre. On va voir dans la Torah juste après, un passouk qui est très bizarre. Parce que ce qu'il vient dire, vous savez qu'il est venu à 400 ans pour faire quoi? Pour le massacrer, vous êtes bien d'accord? Il n'est pas venu, il est venu pour faire pas de quartier. Et qu'est-ce qu'on voit? Quelques psukim après. Voilà, c'est marqué ici. Lamed des galettes. Lamed Gimel. Et je finis avec ça. Lamed Gimel. Iné. Lamed Gimel. Regardez comment c'est marqué. Vayarot. Écoutez les mots comme ils sont forts. Vayarot esav likrato veyachabekeu veyipol atzabaro veyishakeu veyifku. C'est pas il est étalé. Vayarot, il est parti, Esav, il a couru, Vayarot, il a couru, Esav, pourquoi? À la rencontre de son frère, il s'est jeté à son cou, et il l'embrassa, ils sont mis à pleurer. On va rester au pshat, on va pas aller, parce qu'il l'a embrassé, qu'il est venu le mordre, on va rester au pshat. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Imatsatichen. C'est pas que la matsichen, il a tellement compris, Esav, avec qui il avait affaire, il est parti courir embrasser son frère. Il est venu pour le tuer avec 400 hommes, il est venu courir pour l'embrasser, c'est marqué, il y a 3 mots, il est venu courir. D'accord? Pour l'embrasser, le serrer à son cou et l'étreindre. 3 mots. Pourquoi tout ça? Pour dire combien il a montré à Yaakov. Combien il est ish tam. C'est quoi tam? C'est intègre.
l'intégrité, comment elle paye. Bezrat Hashem, que nous, on doit comprendre ça, parce que vraiment, je voudrais m'arrêter, tant pis pour l'écouter Rock. Mais combien on doit comprendre, nous, Bezrat Hashem, ce moussard là, voilà, grâce à on a gagné 20 minutes, 25 minutes de moussard. Combien ce moussard il est important? Combien quand on étudie la Torah, on ne s'arrête pas au chapitre de la Torah, c'est pas un livre d'histoire, d'essayer de comprendre pourquoi Rachid dit ça. D'où il a sorti cette explication. Et pourquoi Yaakov, tu nous dis une chose pareille, a priori, qui est à l'encontre de ce que tu voulais. Non. Il veut nous enseigner à nous un moussard qui est important, un moussard important qu'on doit apprendre pour nous et nos générations. Combien on doit être intègre dans la vie. Combien même on vit dans ce monde-là. Qu'on doit comprendre que ici, c'est juste un pros d'or. C'est juste un moyen et pas un but. Si on a compris ça, on a compris ce que c'est d'être un bon juif. Et on peut vivre dans l'opulence. On peut vivre dans le sport. On peut vivre grâce à Dieu, aller travailler et rester un bon juif. C'est ce qu'il nous a montré Yaakov en étant 20 ans chez Lavan.